la question de dire il n'y a pas suffisamment d'argent dans les caisses de l'État pour pouvoir mettre en place une politique efficace de lutte contre la pauvreté, eh bien c'est une réponse qui ne tient plus aujourd'hui. Et bien, ce que nous demandons, nous, c'est aussi un plan d'urgence sur la question de la pauvreté en Israël, à l'identique de ce qui s'est passé au moment de la guerre. Je pense que nous sommes en train de gérer une deuxième guerre, qui est la guerre sociale, qui n'est pas moins dangereuse et qui ne représente pas moins un risque existentiel pour le pays. Merci d'être avec nous ce matin. J'aurais tendance à dire que c'est presque un rendez-vous incontournable avec vous et après la publication chaque année au mois de novembre du rapport de votre association La Tête sur la situation sociale en Israël, sur la pauvreté en Israël. Le Bitor Leumi, le rapport du Bitor Leumi a été rendu public à la fin de la semaine dernière et la constatation, elle est effrayante. On va dire près de 900 000 enfants israéliens vivent dans un état de pauvreté en Israël. Ils n'ont pas accès à suffisamment de nourriture élémentaire. Un quart des enfants d'Israël qui souffrent de ce fléau. Comment on explique cela dans la réalité israélienne d'aujourd'hui, alors que, par exemple, aujourd'hui, on voit des données assez exceptionnelles pour l'économie israélienne? On l'explique de deux façons, Daniel. On l'explique d'abord par le fait que quand vous investissez si peu en dépenses sociales dans l'ensemble des dépenses de l'État, eh bien, ce sous-investissement, vous le rencontrez à un moment ou un autre, et c'est ce qu'on est en train de faire avec ce rapport sur la pauvreté. Puisque si on prend des pays comme le Danemark ou la moyenne de l'OCDE, Israël investit en dépenses sociales quasiment la moitié ou un petit peu plus. Et forcément, en bout de chaîne, on a ce chiffre incroyable de 2 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté selon le rapport du Bitor Leumi, selon le rapport de l'assurance maladie israélienne. Je vous rappelle que nous sommes un pays de 10 millions d'habitants, c'est presque 28% de la population, en tout cas ça c'est les chiffres de la tête. Et bien écoutez, je crois que c'est en 2024, puisque c'est la date du rapport du Bitor Leumi, avoir de tels chiffres, c'est quelque chose qui est inacceptable. Je dirais que quand nous nous sommes parlé la dernière fois en novembre, nous avons présenté les chiffres de l'insécurité alimentaire, qui sont des chiffres différents, qui montrait des résultats encore plus inquiétants, puisque nous étions à plus d'1 182 000 enfants vivant en situation d'insécurité alimentaire et plus de 867 000 familles vivant en situation d'insécurité alimentaire. Donc je crois qu'il y a des éléments concordants pour dire que la situation sociale en Israël a atteint un taux jamais inégalé. Je peux vous dire que ça fait plus de 30 ans qu'avec l'organisation La Tête, nous travaillons sur les sujets de pauvreté. Eh bien, effectivement, c'est le rapport le plus grave, en tout cas le plus terrible que nous ayons à commenter. Alors, Et comme je vous le disais, je pense que c'est d'un côté le sous-investissement de l'État et de l'autre côté, bien évidemment, le coût de la vie que nous ressentons tous quand nous allons faire nos courses. Alors, on va revenir effectivement sur ces deux données, le sous-investissement de l'État en particulier, mais la question que l'on se pose, où sont ces poches de pauvreté dans la réalité israélienne? Est-ce que ce sont toujours les villes de développement, le Negev, les villes comme Dimona, Ofakim, Yerouham, et puis même dans le nord, on parle beaucoup de Kiryat Shmona qui n'a pas retrouvé, on va dire, une forme de stabilité municipale depuis la guerre. Où on trouve cette pauvreté? Écoutez, ça fait plus d'une quinzaine d'années que les caractéristiques de la pauvreté en Israël ont pas évolué. On parle évidemment d'une périphérie sociale et géographique. Bien évidemment, plus vous vous éloignez du bassin d'emploi et plus vous allez trouver des poches de pauvreté à l'intérieur du pays. Bien évidemment que nous avons deux populations qui sont plus particulièrement touchées par la pauvreté, que sont la population des ultra-orthodoxes et la population arabe israélienne. Mais je dirais que c'est quelque chose qui se partage, qui est qu'une lecture transversale de la société israélienne. Je dirais que d'un côté, vous avez la part de la société israélienne qui a pris le train de la croissance, qui a pris le train de la high-tech, dans lequel on va se retrouver quand on voit les chiffres exceptionnels de la croissance de l'économie israélienne qui devrait dépasser les 5% en 2026. Eh bien, il y a une partie de la population qui se reconnaît dans cette Israël première catégorie et malheureusement, ça fait plus de 15 ans, même un peu plus, je dirais aujourd'hui, que nous avons cette pauvreté qui est à un plateau. Vous avez chaque année un léger accroissement du taux de pauvreté et c'est malheureusement quelque chose auquel on s'est habitué. Et moi, je voudrais poser la question de savoir pourquoi on est dans une telle situation, parce que la question de dire il n'y a pas suffisamment d'argent dans les caisses de l'État pour pouvoir mettre en place une politique efficace de lutte contre la pauvreté, eh bien c'est une réponse qui ne tient plus aujourd'hui. On a vu
à l'image de ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi, que l'économie israélienne est capable d'affronter des augmentations des dépenses du budget extrêmement significatives sans pour autant remettre en cause les fondamentaux de l'économie israélienne. Eh bien, ce que nous demandons, nous, c'est aussi un plan d'urgence sur la question de la pauvreté en Israël, à l'identique de ce qui s'est passé au moment de la guerre. Je pense que nous sommes en train de gérer une deuxième guerre, qui est la guerre sociale, qui n'est pas moins dangereuse et qui ne représente pas moins un risque existentiel pour le pays. Alors, quelle est la réponse des responsables israéliens lorsque vous leur avancez cet argument, qui est effectivement un argument de poids? Il faut rappeler, la guerre a coûté près de 250 milliards de shekels à l'économie israélienne, et finalement, on voit que elle tient bien, l'économie israélienne. Donc, si on avait rajouté peut-être ne serait-ce qu'1 ou 2 milliards pour améliorer les conditions sociales en Israël, peut-être que ça aurait été également le cas. Et puis là, il y a même une perspective, on va dire, d'avenir par rapport au développement ou à la croissance également, n'est-ce pas? Absolument, mais je crois qu'il y a deux barrières qu'il faut réussir à faire tomber au sein de la façon dont l'État fonctionne. La première, c'est la barrière du département du budget au sein du ministère des Finances, qui fonctionne sur des dogmes économiques ultra-libéraux, qui ont donné certes des résultats, mais qui consciemment ont payé ce prix de la pauvreté. C'est-à-dire que à un moment ou un autre, on s'est dit oui, effectivement, on va produire de la pauvreté, mais le plus important, c'est de soutenir le moteur de la croissance en Israël. Je crois qu'il faut casser ce paradigme-là en disant que ce prix social aujourd'hui est trop élevé et que ça suffit, cette façon de considérer comme acquis que nous avons plus de 2 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté en Israël. La deuxième chose, c'est une formation du leadership politique. Il faut que le leadership politique s'empare de la question de la pauvreté et comprenne, je dirais à l'identique de la population israélienne, que c'est un sujet qui doit être adressé en première priorité. Et ça, on a encore du travail à faire. La troisième chose, c'est sans doute les réponses à apporter à cette solution, c'est-à-dire que l'État qui déciderait d'adresser de façon forte et impactante la question de la pauvreté devrait trouver une série de solutions à mettre en place. C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui à l'organisation La Tête, puisque nous avons mis en place un comité qui est dans la droite ligne de ce qu'avait fait le chairman de la commission des affaires sociales de la Knesset, le député Eli Elalouf, qui est de constituer une liste de 20 à 30 solutions, 20 à 30 mesures à prendre pour l'État pour impacter significativement la question de la pauvreté. C'est quelque chose auquel nous nous sommes attelés, qui devrait se terminer dans les semaines qui viennent, afin qu'à partir du moment où il y a une vraie volonté politique et les financements et les investissements en face, eh bien l'État puisse choisir un panier de mesures à mettre en place immédiatement pour pouvoir descendre de ces niveaux qui sont inacceptables et qui font d'Israël le deuxième pays, le plus pauvre de l'OCDE après le Costa Rica, et le pays le plus pauvre en termes de pourcentage d'enfants pauvres au sein de l'OCDE. C'est inacceptable au sein dans le projet Israël, dans le projet sionisme, d'avoir un tel niveau de pauvreté. Alors je vais vous poser une question peut-être dure, mais ne la prenez pas mal. Est-ce que finalement, ce n'est pas vous, à la présidence de La Tête, et les organisations d'entraide sociale qui sont d'une certaine manière responsables de la démobilisation du gouvernement? Parce que finalement, si un jour vous mettiez la clé sous la porte, eh bien le gouvernement serait peut-être obligé de prendre en charge ce dossier et de déplacer des budgets conséquents pour venir en aide à la population défavorisée. Bien, Daniel, ça fait longtemps que vous ne m'aviez pas posé cette question. Et ma réponse est toujours la même. Nous sommes une goutte d'eau dans un océan. Si vous prenez l'ensemble de l'action du secteur philanthropique par rapport à la question de l'insécurité alimentaire, eh bien, on adresse à peu près, je dirais, 15% du problème. Sur les 67 000 familles que je citais tout à l'heure, on est capable, l'ensemble du secteur associatif, on va dire, d'en adresser 200 000 dans une version optimiste de ce qu'on fait. Alors bien sûr que nous, on rêve de mettre la clé sous la porte pour pouvoir faire autre chose et arrêter de travailler, de s'acharner sur un des sujets les plus difficiles de la société israélienne. Mais tant que notre devoir inclut un devoir d'alerte, et c'est ce que nous faisons avec le rapport alternatif sur la pauvreté notamment, c'est ce que je suis en train de faire en discutant avec vous et avec vos auditeurs, tant que ce devoir d'alerte représente une partie importante de notre travail, d'interpeller les politiques et de leur proposer des voies d'action, eh bien je pense que nous sommes au bon endroit et que au bout du compte, on arrivera à faire bouger les choses. On l'a fait dans certains domaines, bien évidemment pas suffisamment, le combat est encore long, mais on s'arrêtera pas jusqu'au moment où il y aura une vraie volonté de l'État de s'investir.
Ce devoir d'alerte, de militantisme, d'implication, de responsabilité, c'est le mot-clé, je pense. On peut pas dire ce n'est pas chez nous, ce n'est pas entre les mains des citoyens, ce n'est qu'entre les mains du gouvernement. Je pense que c'est une phrase qui ne tient pas aujourd'hui dans la société israélienne. On comprend tous que la société civile a un rôle à jouer, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec La Tête, et nous le faisons depuis plus de 30 ans, et nous le faisons aussi avec vous, Daniel, au travers de cette interview. Et vous n'avez pas l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, de voir que, par exemple, aujourd'hui, face aux défis de l'État d'Israël, le défi sécuritaire, les défis diplomatiques, les défis les défis économiques, eh bien, on va dire, le dossier de la pauvreté, il ne parvient jamais à se placer, on va dire, en tête des priorités de l'État d'Israël. Alors ça dépend, si on regarde les 25 dernières années, ça dépend des moments. Il y a eu des moments où la pauvreté était extrêmement élevée dans l'agenda public israélien. C'était le moment notamment en 2011 des grandes manifestations sur le coût de la vie. Oui. Je crois que effectivement l'attention du citoyen israélien ou du leadership israélien, il y a un espace de concurrence extrêmement forte. Effectivement, le nombre de sujets auxquels que vous avez à traiter quand vous êtes aux commandes de ce pays, elles sont, je dirais pas qu'elles sont sans fin, mais elles sont extrêmement larges. Notre point de vue, c'est de dire que cette question de la pauvreté, elle menace significativement la cohésion sociale, et qu'on a vu que sans cohésion sociale, il n'y a pas de futur pour ce pays. On a vu la cohésion sociale fonctionner au lendemain du 7 octobre quand des milliers et des milliers d'initiatives individuelles ont été portées par des millions de personnes en Israël. Sans ces initiatives-là, eh bien, je suis pas sûr que le pays aurait réussi à se relever du 7 octobre. Donc on a vu combien c'est important la cohésion et la responsabilité mutuelle, et c'est de ça qu'il s'agit quand on parle, de la pauvreté, et deuxièmement, de l'engagement d'organisations comme La Tête. Il y a un enjeu extrêmement fort, pour moi il est existentiel. Je pense qu'au bout du compte, nous arriverons à cette reconnaissance, puisque il y a un moment où ça va casser. On peut pas continuer à augmenter ce chiffre-là sans que rien ne se passe. Donc, le rapport du Bitoire Leumi est un signal d'alarme. J'ai l'impression cette année qu'il a été un peu plus entendu que ces dernières années. Effectivement, dans l'espace médiatique, en dehors de la guerre, il n'y avait aucun espace pour parler de quoi que ce soit d'autre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que dans une espèce de retour à la normale, eh bien la question de la pauvreté refait surface, tout simplement parce que nous n'avons pas le choix de mener également cette guerre-là, après la guerre militaire, eh bien cette guerre sociale que nous devons absolument réussir. Eh bien, on ne peut qu'adhérer à vos espérances, à vos espoirs en tout cas. Merci beaucoup Gilles Darmon, président et fondateur de La Tête, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce dossier brûlant, dossier douloureux que l'on ne parvient pas à résoudre malheureusement dans la réalité israélienne. Merci beaucoup Gilles d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci à vous Daniel.